Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer la première partie du chapitre 48 de l'œuvre Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Au début, on fait un rappel sous forme de ce graphique. Comme vous voyez, le narrateur, qui est un condamné à mort, a passé environ 6 semaines à Bicêtre. Après le rejet de son pourvoi par la Cour de cassation, il a été transféré vers la conciergerie où il a passé quelques heures. Durant ces heures, il a rencontré le nouveau condamné qui va le remplacer à Bicêtre et il a reçu la visite de sa fille Marie, même si cette dernière ne l'a pas reconnu parce que la durée de son absence a duré environ 11 mois. Après quelques heures passées dans une cellule de la conciergerie, le narrateur a été transféré à l'hôtel de ville. C'est ce que nous allons découvrir dans cette première partie de ce chapitre, avant d'être transféré de nouveau à la place de grève, cette place qui est destinée à l'exécution des condamnés à mort. Commençons par la première partie. Dès la première lecture de ce passage, on a l'impression qu'il s'agit d'une lettre parce que le narrateur a écrit le lieu en haut à droite d'une chambre de l'hôtel de ville. C'est le lieu où se déroule cette histoire. Le trajet, il a parlé d'un trajet exécrable. Ici, en parlant de son transfert de la conciergerie à l'hôtel de ville, le transfert est très malheureux, très dégoûtant. Surtout lorsqu'il a vu la place de grève qui se trouve juste à côté de l'hôtel de ville et le peuple qui a envahi cette place, le peuple qui aboie et qui rit à l'attente du condamné à mort. Normalement, on exécute le condamné à mort en plein public pour donner l'exemple, mais malheureusement, cette exécution est devenue comme un spectacle. C'est pourquoi le narrateur a animalisé ce peuple qui aboie en le comparant à des chiens. Le narrateur ensuite a parlé de son état de faiblesse. Il a répété 2 fois l'expression le cœur m'a failli, le cœur m'a failli. Quoi qu'il fasse, il a essayé d'avoir courage, mais malheureusement, il est très faible, surtout lorsqu'il a vu les 2 bras rouges, les 2 poteaux dressés sur l'échafaud en parlant de la guillotine. Et entre les 2 bras, entre les 2 poteaux, il y a le couteau triangulaire dressé à l'attente du coup du condamné à mort. Il a parlé ensuite du moment de l'action, 3 heures, 15 heures. Lorsque 3 heures a sonné, les responsables ont averti le condamné à mort que c'était le moment de son transfert, mais le narrateur a essayé de gagner du temps en leur disant j'ai une dernière déclaration. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont conduit le condamné à mort dans une salle qui est sombre, noire, obscure, étroite, qui n'est pas large et vaste, voûtée, en parlant de son plafond qui est sous forme d'un arc, à peine éclairé parce que cette journée, il y a de la pluie qui tombe et le brouillard qui a régné dans la ville de Paris. Au milieu de cette salle, il y avait une chaise où le condamné à mort doit s'asseoir. Après avoir été assis sur cette chaise, 3 personnages se sont approchés de lui. C'était le bourreau et il l'a décrit. Il a dit le premier, le plus grand, le plus vieux, était gras, était obèse et avait la face rouge.
son visage rouge. En décrivant aussi son portrait vestimentaire, il a dit il portait une redingote et un chapeau à 3 cornes déformés. C'était lui, c'était le bourreau. C'est pour la première fois qu'il a rencontré le bourreau chargé de son exécution. Il est appelé le valet de la guillotine. La guillotine, la machine de l'exécution. Ce bourreau ne travaille pas tout seul. Il a 2 valets qui l'aident. Ces 2 valets sont chargés de couper les cheveux aux condamnés à mort. C'est ce que on va voir dans la deuxième partie. À peine assis, le narrateur vient de s'asseoir sur la chaise. Les 2 valets se sont approchés de lui par derrière d'une façon rapide, c'est-à-dire comme des chats. Cette comparaison montre la rapidité des 2 valets qui s'approchent du condamné à mort. Ils ont commencé du coup à lui couper les cheveux qui tombent par mèche d'une façon aléatoire. Le bourreau ne fait que épousser les mèches avec sa grosse main de la tête du condamné à mort. Les autres personnes qui se trouvent dans la même salle parlaient à voix basse, comme le cas des personnes qui se trouvent autour d'un moribond, quelqu'un qui est sur le point de mourir. Il y avait aussi un jeune homme qui était en train d'écrire avec un crayon. C'était le journaliste qui a écrit son rapport pour le publier sous forme d'un article dans le journal. Cet article qui va parler de la toilette du condamné. Après la toilette, les 2 valets ont enlevé la veste et la cravate du condamné à mort. Ils ont coupé le col de sa chemise pour laisser sa nuque découverte et apparente au couteau de la guillotine. Le narrateur, vers la fin, a dit que le bourreau et ses 2 valets, ce sont des personnes douces, mais il reproche à la foule d'être insensible en hurlant comme des animaux sauvages dehors. Et on peut résumer tout ce que je viens de dire sous forme de ce tableau. Les personnages en présence, il y a le narrateur qui est un condamné à mort, le bourreau chargé de l'exécution, les 2 valets qui sont chargés de la toilette du condamné à mort, le prêtre qui doit accomplir la mission de la consolation et l'encouragement du condamné à mort, le journaliste qui doit rédiger un article de journal sur la toilette du condamné. Il y a aussi les gendarmes, les guichetiers chargés de la garde et la foule qui attend le spectacle de l'exécution. Le lieu de cette scène qui se passe dans une chambre de l'hôtel de ville. Le temps, c'était 15 heures. L'action ou l'événement principal, c'est la toilette du condamné à mort et sa préparation à l'exécution en parlant du fait de lui couper les cheveux. Les éléments décrits, le narrateur a insisté sur la description de la foule, les spectateurs qui aboient, qui hurlent comme des animaux. C'est une métaphore qui vise à animaliser et à mettre bas la foule. La guillotine, en décrivant surtout les 2 poteaux dressés comme des bras, c'est une personnification. Et le triangle, en parlant du couteau qui se forme d'un triangle. Le bourreau, l'exécuteur, il a une grande taille, il est âgé, mais il est obèse et qui porte une redingote sous forme d'un manteau et un chapeau sur sa tête qui a 3 cornes. La salle où se trouve le condamné à mort est obscure, étroite, qui n'est pas large, voûtée sous forme d'un arc et n'était pas assez éclairée vu la pluie qui tombe. Et merci pour votre attention.